Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler de l'incroyable pouvoir de l'épargne. Parce que si notre épargne finance le dérèglement climatique, on peut vite avoir l'impression de nager à contre-courant. Mais je vous propose de plonger quand même. Avant de démarrer, je voulais vous parler de mon partenaire Goodvest, sans qui je ne pourrais pas produire ce podcast. Et je t'en parle parce que c'est chez eux que j'ai choisi d'ouvrir mon assurance vie et mon PER. En fait, quand j'ai commencé à me poser des questions sur l'impact de mon épargne et que j'ai voulu passer à l'action, j'avais vraiment peur de me tromper. Il y a tellement de greenwashing, de labels durables qui n'en sont pas. Donc voilà, Goodvest, c'est l'un des deux seuls acteurs à proposer des placements réellement responsables. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONG Reclaim Finance. Ils y arrivent avec une méthode super claire, transparente, alignée avec l'accord de Paris. Ils excluent les énergies fossiles, par exemple. Personnellement, j'ai tout fait en ligne, mais si tu as besoin, tu peux te faire accompagner d'un conseiller ou d'une conseillère super sympa. Donc allez les amis, si vous voulez aligner vos convictions et votre épargne, rendez-vous sur goodvest.fr. Alors commençons par quelques chiffres. L'investissement annuel qui serait important de faire en France pour la transition environnementale, c'est 2,5% du PIB, donc 67 milliards d'euros environ par an. C'est l'équivalent de ce qui a été investi en gros pendant la crise du Covid. Donc la transition, c'est une sorte de quoi qu'il en coûte, comme on disait pendant le Covid, permanent. On peut se demander comment il faut financer ça, mais il faut savoir qu'il y a 6 000 milliards d'euros d'épargne stockés par les Français. Donc on peut vraiment se demander si on n'a pas un levier ici pour agir et construire demain. Alors regardons un petit peu où est placée cette épargne. Nos banques, donc les banques françaises, entre 2015 et 2022, ont investi 350 milliards d'euros dans les énergies fossiles. Donc si ton épargne était intégrée dans ton bilan carbone, ça serait aujourd'hui ton premier poste d'émission de CO2, clairement. Et il n'y a que 13% des Français qui connaissent l'épargne responsable. Donc c'est une petite bombe parce que la grande majorité des Français pensent financer un futur cool en fait. Et quand on pédale toute la journée dans un sens et qu'on apprend que notre épargne pédale dans l'autre, ça peut être un tantinet agaçant. Alors, qu'est-ce que c'est la finance durable ? La finance durable, ça désigne l'ensemble des pratiques financières qui visent le long terme pour favoriser une économie qui serait plus écologique, équitable, juste ou plus solidaire. C'est une définition de l'ADEME. Alors déjà, pourquoi viser le long terme ? En fait, si tu vises une rentabilité à très court terme, tu auras toujours intérêt à exploiter au max les ressources naturelles. Par exemple, un trader gagnera toujours plus sur du court terme à parier sur l'évolution du cours des énergies fossiles, par exemple. Si tu vises le long terme, tu parieras au contraire sur des changements de paradigme. Si on imagine l'énergie à 30 ans, d'un seul coup, ça devient quand même plus dangereux d'aller parier sur les énergies fossiles. On va peut-être imaginer des énergies vertes face au pétrole. Et puis, on parle d'économie écologique, équitable, plus juste, plus solidaire, aussi parce que ce qui est prioritaire pour certains n'est pas forcément prioritaire pour d'autres. Certains vont privilégier la lutte contre la faim, d'autres la lutte contre le réchauffement climatique ou encore la préservation des océans. D'où cette définition un peu large qui inclut l'écologie, l'équité ou la solidarité dans la finance durable. Alors on va passer en revue quelques dates. Déjà, c'est pas nouveau ce sujet, parce qu'en 1983, tu as déjà le Crédit Coopératif qui avait créé ce qu'on appelait un fonds fin et développement. Donc c'était une épargne non rémunérée dont les intérêts finançaient les actions philanthropiques. Hyper pionnier. En 1986, il y a la création de la banque éthique NEF. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'eux. On avait fait un portrait dans le plongeoir. Elle investit uniquement dans des projets à impact social et environnemental et tout est transparent. C'est-à-dire que tu peux tracer tous les projets qui ont été financés depuis le début. En 2014, beaucoup plus tard déjà, la création de l'ITA.co, donc la plateforme de financement participatif, qui investit directement en capital de projets durables, qui est une vraie révolution dans le financement de l'épargne durable. 2015, évidemment, les accords de Paris, objectif 1,5 degré max de réchauffement. On en est bien loin malheureusement. 2016, c'est la création du label ISR, donc investissement socialement responsable. Alors c'est une forme de coup de tampon que peuvent obtenir les fonds qui respectent les critères environnementaux, sociaux ou gouvernance, ESG. Mais ils ont un peu le tampon facile, on va dire quand même. 2020, lancement de deux néobanques qui se sont bien développées, Gringot et Helios.
Helios qui a été revendu récemment à un gros groupe de crédit à la consommation qui s'appelle United. Donc, ce sont les premières néobanques vertes. Et puis mars 2024, les fonds ISR excluent désormais les entreprises qui exploitent du charbon, des hydrocarbures et qui lancent des nouveaux projets d'exploration. Alors là, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'était pas le cas avant. Donc voilà, les fonds ISR, il faut faire attention. On va creuser ça dans le détail, mais c'est vrai qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin aujourd'hui. Alors, quels sont les verrous à faire sauter ? L'accord de Paris a été signé en 2015 et 9 ans plus tard, notre argent finance toujours massivement le dérèglement climatique. Alors, pourquoi ? Pourquoi la finance traditionnelle n'envoie pas les 6 000 milliards d'épargne dans la construction du futur qu'on souhaite ? Alors, la première raison, c'est qu'il y a un premier verrou, c'est les règles. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aucune banque ne peut investir à 100% dans des projets à impact. Si ta banque investissait tout son argent dans des éoliennes, comment tu ferais pour le dépenser ? Donc les banques doivent respecter ce qu'on appelle un ratio de liquidité. Même dans une néobanque verte comme Helios, 40% des dépôts sont investis en projets impact. Le reste sert à garder une part liquide que tu peux dépenser quand tu veux. Donc ça, c'est un premier verrou qui fait qu'il n'y a pas les 6 000 milliards de disponibles. Deuxième verrou, il est très compliqué de flécher l'argent. Imagine que tu investis dans une assurance vie. Comme tu ne veux pas investir dans l'exploration pétrolière en Alaska, disons, tu te lances dans des recherches pour comprendre où vont partir tes sous. Dans une assurance vie, il y a plusieurs fonds d'investissement. Chaque fonds répartit ses investissements sur de nombreuses entreprises. Chacune de ces entreprises développe des dizaines de projets à l'international. Certains sont durables, d'autres non. Par exemple, Total investit dans le pétrole comme dans le solaire. Donc tu vois que c'est une espèce de millefeuille. Et ces différentes couches sont utiles parce qu'elles te permettent de diversifier les risques. Si une boîte se plante, ton assurance vie ne s'évaporera pas. Parce qu'il y a plein de boîtes dans un fonds, parce qu'il y a plein de fonds, etc. C'est pour ça que de nouveaux acteurs naissent, comme l'assurance vie durable Goodvest, qui est notre partenaire sur cette édition de podcast, qui se paluche l'analyse de tous les fonds à ta place. Et en ce qui concerne les banques, c'est le même bazar. Tu as peut-être entendu parler d'un truc en 2022, le Crédit Agricole annonçait qu'il n'investirait plus dans les projets d'extraction de pétrole. Magique. Tu t'es senti fier avec tes comptes au crédit patate, sauf que petite nuance, ils n'investissent plus directement dans les projets, mais ils financent toujours les entreprises qui les portent. Et quand on creuse un petit peu, le financement par projet ne représente que 2,5 à 3,6% des financements octroyés en 2022 par nos banques. C'est une paille, et c'est un petit peu honteux du coup de le présenter comme ça honnêtement. Parce que pendant le même temps, BNP Paribas et Crédit Agricole ont prêté en cumulé plus de 13 milliards de dollars aux majors de l'énergie. Donc comment savoir si ces 13 milliards financent du pétrole ou du solaire ? Donc c'est une énorme limite du système actuel. Il faut flécher l'argent sur les projets et pas sur les entreprises. Ok Guillaume, je comprends que mon argent en banque traditionnelle est compliqué à flécher. Mais moi, j'investis en bourse directement dans des boîtes qui vont dans le bon sens. C'est ça que tu pourrais me dire. Mais malheureusement, investir en bourse a rarement autant d'impact que ça. Tu vas simplement échanger des titres avec un autre investisseur. Donc la boîte que tu veux financer n'en verra pas la couleur. Sauf si tu participes à une introduction en bourse ou à une nouvelle émission d'actions. Dans ce cas, cet argent financera directement les projets. Maintenant, c'est pas pour ça que la bourse n'a pas d'impact du tout, parce que s'il n'y avait pas de bourse, si on ne pouvait pas se revendre les actions, personne n'accepterait d'investir dans des projets. Et alors le dernier verrou, c'est qu'on a tous des exigences différentes en fait. Certains vont vouloir exclure de leur investissement ce qui pollue le plus, comme l'extraction pétrolière, le charbon. D'autres voudront extraire de leurs investissements beaucoup plus de projets. En fait, qu'est-ce qu'on décide d'exclure ? Est-ce qu'on accepte l'élevage intensif ? Est-ce qu'on accepte l'armement ? Est-ce qu'on accepte la fabrication de pesticides ? En fait, chacun aura son propre avis. Donc pour s'y retrouver, les financiers ont construit des référentiels communs, des normes, des labels qui permettent de mieux comprendre dans quoi on investit. C'est pour ça que parfois tu entends parler de fonds ISR, investissement socialement responsable par exemple. Et donc jusqu'en 2023, tu pouvais trouver des compagnies pétrolières dans un fonds ISR. Là, ça tombait vraiment bas. Disons qu'un fonds ISR, c'est vraiment la condition minimale, mais pas suffisante. Alors après, il y a des labels plus exigeants. Par exemple, Finansol, qui n'inclut que des projets éthiques et écologiques, ou Greenfin, qui concentre uniquement la partie écologique.
Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? Quels sont les leviers, les inspirations? Ce qui est génial quand il y a une situation qui semble bien grippée comme ça, c'est qu'il y a toujours des projets inspirants pour se projeter dans un futur plus cool. Alors déjà, il faut savoir que tu peux éplucher, tous les fonds et connaître, tous les labels et investir au bon endroit. C'est possible de creuser. Certains se sont lancés là-dedans pour te conseiller. C'est le cas notamment de Gaël Berthélémé, avec qui j'ai coécrit, ce plongeon, qui a écrit la newsletter, Épinard sur la finance durable. Sa boîte s'appelle La Crèmerie, n'hésite pas à aller voir. C'est vraiment canon et donc il est, justement, conseiller en gestion de patrimoine, spécialisé sur les notions d'impact, donc il est là pour tout éplucher. Il a épluché les choses avec moi d'ailleurs pour cette newsletter. Ce qui est intéressant de creuser en termes d'inspiration déjà, c'est l'engagement des banques éthiques. Alors les banques éthiques, elles existent depuis plus de 30 ans, comme la Nef ou le Crédit Coopératif. Et alors pourquoi elles sont intéressantes? Bon déjà, il y a peu ou prou rien à dire sur leur impact. Elles investissent uniquement dans des projets extrêmement engagés. Et puis, il y a une totale transparence sur les prêts qui sont réalisés. Il y a une carte qui est assez incroyable que tu peux retrouver, de tous les projets financés, par la Nef, où tu vas voir vraiment dans n'importe quel département, quel projet a été financé, qu'ils ont financé, tel collège, dans tel village et cetera. Alors pourquoi c'est pas encore parfait? Les banques éthiques, ils ont une proposition de valeur qui est quand même limitée généralement et pas toujours très moderne. Par exemple, il y a pas de compte courant encore à la Nef. Pour la majorité des consommateurs, l'impact social et environnemental, ça a une vraie valeur, mais ça ne doit pas excuser un service, moins complet, donc typiquement pas de compte courant. C'est le prérequis pour que ça devienne la norme. Le deuxième élément, c'est que leur notoriété, à ces banques éthiques est parfois assez faible. Aujourd'hui, on connaît mieux les néobanques qui ont levé, quelques dizaines de millions d'euros en 4 ans, que la Nef qui a pourtant prêté, 1,4 milliard et qui existe depuis 38 ans. Donc il y a vraiment un besoin de mieux faire connaître ce projet et ces projets. Et puis il faut un passage à l'échelle, quoi. C'est-à-dire que la plus grande banque éthique en Europe, Triodos, a 12 milliards d'euros de bilan, alors que les grands groupes français ont entre 1000 et 2000 milliards. Parlons justement des néobanques vertes. Alors les néobanques sont des boîtes qui proposent des services bancaires en ligne, comme des comptes courants, des livrets d'épargne, des assurances vie. Tu connais sûrement Shine, Boursorama, N26, Revolut, etc. Et donc, tu as de nouveaux acteurs qui ont débarqué pour tenter de verdir l'épargne, comme Gringot ou Helios. Alors, ces entreprises n'ont pas l'agrément d'établissement bancaire, donc elles ne peuvent pas investir directement et elles sont forcément affiliées à une banque traditionnelle. Donc, comment ça marche? Le premier modèle, c'est celui de Gringot. Les fonds collectés sont placés chez leur banque traditionnelle partenaire, qui est Arkea. Donc, tes dépôts ne sont pas fléchés vers plus d'impact que si tu étais client Arkea en soi. Et Arkea, c'est quand même une banque qui a un bon impact. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, ils utilisent les frais d'interchange, donc les commissions qui sont facturées aux commerçants lors d'un paiement carte bleue, par exemple. Ils les réinvestissent directement dans des projets des associations. Ça, c'est canon. Et le deuxième modèle, c'est celui d'Helios, qui a été revendu donc à United. Et donc, Helios, ils ont un partenaire qui est une banque technologique allemande qui s'appelle Solaris. C'est une banque qui a été créée en 2016 et qui s'est concentrée sur l'obtention d'un agrément pour fournir des services aux néobanques, justement. Donc, ils fournissent pas de crédit en leur nom, ce Solaris, mais ils travaillent avec plein de néobanques. Et Helios a mis en place un modèle de cloisonnement avec eux. Donc concrètement, ça veut dire qu'Helios a un compte chez Solaris, séparé du reste de leurs fonds. Et Helios a apparemment la possibilité de flécher l'argent présent sur ce compte, sur les projets qu'ils souhaitent. Et donc c'est là que résiderait leur impact, puisqu'ils seraient capables de financer uniquement les projets qui ont du sens. Alors pourquoi c'est intéressant? Ces néobanques, elles génèrent un gros coup de projecteur sur la finance durable. Beaucoup apprennent d'ailleurs que la Nef ou le Crédit Coopératif existent parce qu'ils entendent parler de néobanques, parfois sur les réseaux sociaux, etc. Et puis ces néobanques, malgré tout, elles investissent quand même quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions d'euros dans des projets à impact. Donc c'est quand même intéressant, même si ça reste encore petit. Alors il faut rester vigilant par contre parce que ces néobanques semblent parfois insinuer que grâce à elles, ton épargne devient impact. Et c'est beaucoup moins évident que ça, puisque pour des raisons réglementaires, elles doivent respecter le ratio de liquidité, donc max 40% peut être investi dans des projets, par exemple Helios. Et pour les startups qui basent leur impact sur les frais d'interchange, le fléchage des fonds est le même que pour une banque traditionnelle à qui elles sont affiliées, exemple Gringot. Donc il faut forcément garder un compte dans une banque traditionnelle. Tant que ces néobanques ne pourront pas prêter de l'argent, tu devras passer par ta banque traditionnelle pour avoir un crédit, tu devras y garder un compte, etc.
Alors passons aux nouvelles assurances vie maintenant, parce que Goodvest a lancé en 2020 son assurance vie responsable, et d'autres ont créé des assurances vie d'ailleurs, comme Green Got. Alors pour améliorer l'impact d'une assurance vie, il faut éplucher toutes les entreprises de tous les fonds d'assurance vie et choisir uniquement les placements les plus responsables. C'est un travail de titan qui permet à tous de bénéficier d'un impact meilleur. Et ce qui est sympa, c'est que Goodvest te permet de choisir vers quel impact orienter l'épargne. Donc encore une fois, on a tous une vision différente des priorités. Donc pour certains, ça va être transition écologique, d'autres emploi et solidarité, solutions climatiques, accès à l'eau. Voilà, tu peux vraiment personnaliser ton assurance vie chez Goodvest. N'hésite pas à y aller. Ils sont partenaires de ce podcast, donc goodvest.fr. Alors ensuite, tu peux investir directement dans des projets avec le crowdfunding. Ça, forcément, tu as beaucoup plus d'impact en faisant ça d'ailleurs qu'en investissant en bourse, puisque tu vas investir directement dans le capital des boîtes qui vont pouvoir utiliser ce capital pour leurs projets. Donc ça peut être sur Lita, sur Tudigo, sur Kinust aussi. Tu peux aussi prêter de l'argent contre des intérêts. C'est le cas par exemple sur Mimosa pour des projets agricoles. Et tu peux même prêter de l'argent contre partage de revenus futurs. Ça, c'est intéressant. C'est des projets comme Érable, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de projets comme ça dans l'économie circulaire où tu vas pouvoir financer, par exemple, je sais pas, un stock d'assiettes qui vont être utilisées dans la restauration collective consignée, par exemple. Donc certains sont même très spécialisés sur un secteur d'activité, sur le financement en crowdfunding. Fev, Eloi, Hectarea qui te permettent d'investir dans les terres agricoles, les foncières immobilières comme Habitat et Partage pour investir dans du logement participatif. Tu as aussi les projets sur les énergies renouvelables comme Enerfip ou Lendosphère. Donc pourquoi c'est intéressant tout ça ? C'est que le meilleur moyen d'investir avec impact, c'est forcément de sortir l'argent des banques et de l'investir directement dans des projets. Maintenant, il faut rester vigilant, évidemment, parce que c'est risqué d'investir projet par projet. Il faut évidemment diversifier les investissements par soi-même, il faut investir prudemment. Donc pour ça, n'hésite pas à aller voir le super boulot de Gaël Berthélémy avec qui j'ai coécrit cette édition, parce que c'est son job d'analyser comment réduire le risque tout en ayant une performance écologique et financière. Alors, comment est-ce qu'on peut accélérer ? Quelle solution adopter pour passer à l'échelle ? Les placements gérés par les banques traditionnelles financent les énergies fossiles, leur transformation prend trop de temps, donc pour que ça bouge, on a 3 options. Il faut soit convaincre les banques traditionnelles de changer radicalement. Deuxième option, accélérer les banques éthiques existantes, la NEF, le Crédit Coopératif. Troisième option, faire naître une nouvelle banque verte à partir d'une néobanque. Parce que cette troisième option, même si l'impact des néobanques n'est pas encore énorme, leur influence elle est massive aujourd'hui et elles font réfléchir les banques traditionnelles et les banques éthiques. Et qui sait, peut-être qu'une d'entre elles deviendra une vraie banque. C'est pas impossible, d'ailleurs Memobank a réussi à obtenir l'agrément bancaire pour s'occuper des professionnels. Pas sur une néobanque verte, mais ils ont quand même un impact carbone 4 fois inférieur à la moyenne, donc rien n'est impossible. Le deuxième défi, c'est de convaincre les plus aisés. En fait, le ressenti qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que la majorité de la population est prête à financer un avenir à plus 5 degrés si elle peut gagner 0,3% de rendement. En fait, aligner performance financière et impact, c'est quand même beaucoup plus simple quand on a les moyens. Et ceux qui ont peu d'épargne cherchent une rentabilité plus élevée à court terme, ils ont besoin de débloquer leurs fonds plus rapidement, c'est plus difficile dans ces cas-là de parier sur le long terme, donc c'est plus difficile de parier sur des produits durables. Ceux qui sont aisés peuvent parier sur des changements de paradigme, parce qu'ils peuvent parier à 20 ou 30 ans, et que quand on parie à 20 ou 30 ans, on parie sur un changement d'énergie, on parie sur un changement d'alimentation. Donc ils peuvent mobiliser une partie de leur épargne sur le long terme, et la rentabilité peut être intéressante aussi pour eux, parce que ces changements profonds auront lieu dans l'industrie d'ici 20 ou 30 ans. Donc il va falloir convaincre les plus aisés pour qu'ils investissent sur le long terme dans la transition. Alors les business angels peuvent financer des startups green tech dans des fonds à impact, comme Asterion. Ils peuvent aussi investir dans des fonds brown to green, ce qu'on appelle brown to green, c'est qu'ils investissent dans des PME ou des ETI pour les transformer, donc par exemple 5 ou 10 ou 20 ou 50 millions, dans l'objectif de transformer la boîte pour qu'elle ait plus d'impact et qu'elle finance sa transition. Il y a des fonds comme Abenex qui font ça.
Et alors le défi peut-être le plus difficile à franchir pour le secteur financier, c'est qu'il faudrait peut-être une performance extra-financière. Il faudrait dépasser la notion de performance financière, de rendement, parce qu'aujourd'hui, peu importe là où tu te rends pour investir ton épargne, évidemment, les premiers chiffres que tu verras, c'est une performance en pourcent. Si on veut vraiment mettre la finance au service de la transition, il va falloir motiver un autre type de performance basé sur des résultats atteints en termes d'impact écologico-social. Alors, c'est compliqué à imaginer, mais c'est quand même quelque chose qui est travaillé. Il y a un travail canon qui a été réalisé par exemple avec Team for the Planet autour des dividendes climat. Donc, un dividende équivaut à une tonne de CO2 évité. Maintenant, là où c'est très difficile, c'est que pour comparer des boîtes entre elles, il faut des référentiels communs. C'est le nerf de la guerre en investissement. Et être capable de comparer factuellement deux entreprises pour savoir quelle est la meilleure au niveau environnemental, c'est très difficile. On peut calculer les émissions de CO2 évitées, mais quid du respect de la biodiversité, de la protection des océans, des impacts sociaux. Donc, peut-être qu'il faut aussi sortir de ces comparatifs mathématiques et accepter une sélection subjective par des acteurs de confiance. Je crois pas mal à ça. Aujourd'hui, 41% des Français expriment une forte défiance envers les promesses éco-responsables des secteurs financiers. Peut-être qu'il y a un nouveau type d'acteurs de confiance à inventer. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais finir, c'est que il faut investir dans les projets qui en ont le plus besoin. En fait, pour construire des produits financiers durables, la plupart des banques et des fonds achètent des actions en bourse, c'est plus simple, mais ça a très peu d'impact. Ensuite, il y a des fonds d'investissement qui investissent dans des boîtes à impact. Mais pareil, en fait, si c'est une boîte à impact dans laquelle tout le monde veut investir, même des fonds non impact parce qu'elle a l'air d'être un énorme carton, finalement, si tout le monde se bat au portillon, est-ce qu'il y a vraiment un impact d'investir dedans ? Ça sera quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Investir dans le lancement d'une nouvelle rame de TGV ou d'une ligne de métro, franchement, pareil, quoi. Ces projets ne manquent pas de financement, donc si tu n'investis pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est évidemment bien mieux de financer ça avec une centrale à charbon, mais le défi, c'est de financer les projets qui en ont besoin. C'est l'énorme succès de Team for the Planet qui a été financé des innovations qui n'arrivaient pas à trouver de financement, qui étaient ultra importantes pour la transition et qui aujourd'hui sont en train de se déployer. C'est souvent ces projets en fait plus petits, peu communiqués, répartis dans les territoires aussi qu'il faut financer. Et c'est le rôle des banques éthiques. À la Nef, 50% des investissements sont des créations d'entreprises dans des secteurs pionniers. Donc ils ont soutenu dès le démarrage des Biocoop, Enercoop, fournisseurs d'énergie, des foncières agricoles comme Terre de Liens ou le réseau VRAC, etc. dans des moments où en fait personne ne voulait les financer. Donc c'est le financement de ces pionniers-là qui sont sous-financés aujourd'hui qui transforment concrètement la société. Et les business angels et les fonds impact s'impliquent de plus en plus quand même dans cette mission, les acteurs du crowdfunding aussi. Donc voilà, faut pas hésiter à continuer à creuser ça pour trouver d'autres leviers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à aller voir le travail de Gaël Berthélémé avec la crèmerie, avec sa newsletter L'Épinard aussi. Et puis à bientôt pour un prochain épisode et on se retrouve sur leplongeoir.club.